Bonjour à tous et bienvenue sur Anabolic Chronicles, le podcast où on parle de tout sujet tournant autour du bodybuilding slash fitness. Je m'appelle Loïc Nico, coach en ligne et athlète classique physique, et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode où on va parler d'un sujet qui devrait bientôt vous intéresser pour la plupart d'entre vous, comme normalement la plupart des gens, vous devriez être, vous devriez arriver au terme de votre sèche. Actuellement, on est mi-juin. Pour ceux qui ont décidé de sécher pour l'été, perdre du poids, se sentir bien pour la plage, pour faire le beau gosse ou la belle gosse. Et bien sûr, après, qu'est-ce qui suit? Logiquement, la période de l'été, c'est les prises de masse. Les prises de masse, prises de muscles hors saison, afin justement de se refaire un petit manteau pour l'hiver et bien sûr de progresser, de prendre du muscle. Et c'est vrai que on voit souvent pas mal d'erreurs quand il s'agit de prise de masse, prise de muscle. Donc on va essayer d'en décortiquer 3 aujourd'hui et je les ai choisies, elles ont toutes un but, c'est en fait les plus grosses erreurs que je vois et que moi j'ai eu fait et qui pourraient vraiment freiner considérablement votre prise de masse ou votre hors-saison, dépendant si vous êtes athlète bodybuilding ou pratiquant lifestyle. Mais ça s'adresse forcément à tout le monde. Donc on va regarder ça, on va décortiquer ça ensemble et c'est les erreurs les plus fréquentes en fait que je vois et c'est les premières erreurs que j'ai fait moi et qui vraiment euh, m'ont fait perdre énormément de temps et pourront vous faire en l'occurrence gagner énormément de temps, d'énergie et puis voilà, tout simplement. Mais avant toute chose, je m'ouvre une petite canette de Coca Zero parce que j'adore envoyer des faux signaux à mon cerveau. Santé, bien évidemment, c'est une blague. C'est des pures conneries, ça. À l'heure actuelle, il y a assez d'études qui ont été faites sur les édulcorants, comme quoi il n'y a aucun danger, aucun risque, que ce soit pour votre métabolisme, pour votre glucose sanguin, et j'en passe. Mais forcément, bien sûr, le but, c'est de ne pas ne consommer que ça en majorité, forcément, de l'eau. J'ai dit toujours, consommer la moitié de vos fluides au minimum sous forme d'eau. Après le reste, les boissons zéro, ça va très bien. Et comme d'habitude, on va commencer avec le petit débrief de la semaine passée. Alors, semaine passée, deuxième semaine de reprise à 100%. Enfin, je commence à pouvoir enchaîner de nouveau des bonnes semaines. En termes d'entraînement, je n'ai plus de blessures, je ne suis plus malade. Je suis juste actuellement dans une phase un peu particulière personnellement, mais je vais pas m'étaler là-dessus dans le podcast et en public, ça regarde que moi. Je passe dans une phase particulière, du coup, je dois plutôt, on va dire, me soigner entre guillemets de ce point de vue-là. Mais pour ce qui est du physique, je suis de nouveau réparé. Donc, de nouveau des entraînements productifs, de nouveau de la progression d'entraînement, et ça fait super du bien. Là, on est actuellement mi-juin. C'est uniquement depuis début juin que je peux de nouveau réappliquer une surcharge progressive et de nouveau partir dans une optique de progression. Parce que jusqu'à maintenant, comme vous le savez, j'ai été blessé, j'ai été malade, j'ai pas pu m'entraîner à 100%. C'est la première fois que ça m'arrive en bientôt 10 ans de pratique, de ne pas pouvoir progresser sur une autant grande période que ça. Et mentalement, forcément que c'est compliqué quand on a des objectifs qu'on sait qu'ils vont prendre quand même un certain temps avant d'y arriver, avant même de pouvoir y songer, et voir cet objectif tout le temps s'éloigner de plus en plus, et bah forcément pour le mental c'est compliqué aussi. Donc voilà, mais tout est rentré dans l'ordre d'un point de vue physique. L'épaule va très bien. J'ai encore quelques douleurs
après la séance, mais c'est très léger. Le lendemain, ça disparaît. Voilà, aussi encore quelques craintes. Je dois aussi me mettre d'accord sur le fait que maintenant je suis guéri et puis que j'ai plus de... Enfin, en fait, inconsciemment, j'ai des gènes qui se procurent, qui se produisent au niveau de l'épaule. Mais c'est simplement du fait parce que je sais que j'ai été blessé et c'est pas vraiment en fait réel. C'est simplement dans ma tête que ça se passe comme ça. Pour tous ceux qui ont été blessés, je pense que vous savez comment, comment ça se passe au post-blessure. En tout cas, tout va pour le mieux, je peux reprendre des bons entraînements, je suis super content. Et puis, honnêtement, j'ai vu mon physique bouger en une semaine. Et en prise de masse, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Je suis plus volumineux, un peu plus sec, forcément moins de rétention d'eau puisque je peux me réentraîner. Mes muscles sont plus remplis en glycogène puisque je peux me réentraîner. Donc, l'appétit va pour le mieux. Là, je suis à 4300 calories toujours et j'ai une dalle monstre. Donc, tous les feux sont ouverts. C'est vraiment nickel. Autrement, rien de spécial. La semaine passée, ça c'était, on va dire, l'énorme point positif. Et puis voilà. Donc, ça tombe bien parce qu'on est plus ou moins dans le sujet de la prise de masse. Là, actuellement, je repars du coup en prise de masse sans objectif de poids, sans quoi que ce soit, simplement grossir. Grossir, grossir, progresser à l'entraînement, bien me reposer, bien manger. Et c'est simplement répéter, 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 répéter. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse. Mais je vais y venir du coup. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme je vous ai dit au début, j'ai choisi 3 points euh, qui, selon moi, sont les plus importants à prendre en considération. Peu importe votre niveau, mais ça s'adresse surtout aux débutants intermédiaires qui n'ont pas encore tant d'expérience que ça, qui n'ont pas pu expérimenter, enfin, qui n'ont pas pu avoir la chance, je dis toujours, c'est une chance de faire des erreurs, parce que c'est depuis ces erreurs-là qu'on apprend et qu'on sait comment y remédier et comment ne plus les faire. Et moi, je suis passé par là aussi, justement, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Donc, première erreur, qui est selon moi une des plus importantes, elle vaut tout autant en prise de masse qu'en perte de poids. Mais là, on va parler de la prise de masse, c'est la course au poids. Euh, la course au poids, donc avoir à atteindre à tout prix, vouloir atteindre à tout prix un certain poids, ce n'est pas la chose à faire. Dites-vous bien, le premier objectif en prise de masse, c'est de prendre du muscle et pas de prendre du poids. Prendre du poids, c'est facile. Tout le monde peut prendre du poids. Faut simplement beaucoup manger, beaucoup manger. Voir le poids monter sur la balance, tout le monde peut le faire. Mais prendre du muscle, c'est autre chose. Prendre du muscle, c'est autre chose. Parce que, tout simplement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut, durant une prise de masse ou en saison, on veut prendre le maximum de muscle en prenant le minimum de gras. Ok. Donc, c'est pour ça que le poids, peu importe la phase dans laquelle vous vous trouvez, ça veut tout et rien dire. Parce que si on se met dans l'optique, par exemple, imaginons, là actuellement je suis à 91 kg, mon but à terme c'est d'atteindre les 100 kg. On va dire pour l'instant c'est d'atteindre les 100 kg. Mais si je me mets en tête que je veux uniquement, peu importe, rien à foutre de ma composition corporelle, je veux atteindre ces 100 kg, et ça va aller très très vite, ça va être très très facile. Je vais pas trop avoir de problème, il suffit de continuer à manger beaucoup, prendre 1 kg par semaine, et dans 3 mois, aucun souci, je fais 100 kg. Alors que c'est absolument pas ce qu'on veut. Et ce qui risque d'arriver avec ça, si vous vous mettez en tête d'atteindre un certain poids, vous allez justement prendre du poids très très rapidement, et ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir trop gras trop rapidement, et vous allez devoir effectuer une sèche, mini-cut, de 8, 12, 16 semaines, peu importe. Enfin, une mini-cut, c'est jusqu'à 8 semaines, mais une sèche, une mini-cut, peu importe, vous allez devoir vous mettre en déficit calorique pendant un certain laps de temps pour pouvoir nettoyer, parce que forcément, quand on devient trop gras, le gras,
ça apporte de l'inflammation. Et forcément, vous perdez cette sensibilité à l'insuline. Donc la sensibilité à l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de votre corps à assimiler les glucides, ok? Les glucides que vous mangez. Si vous devenez résistant à l'insuline, vos glucides vont être stockés, ils pourront plus ils pourront plus sortir de votre sang, donc vous allez accumuler du sucre dans le sang, et forcément vous allez stocker ça aussi sous forme de gras. Et c'est ça ce qui arrive quand on est trop gras en prise de masse, et d'où l'intérêt de devoir de temps en temps faire un petit nettoyage, retrouver une sensibilité à l'insuline, retrouver l'appétit, désenflammer votre corps, d'accord, pour pouvoir ensuite reprendre votre prise de masse. Et si vous vous amusez à faire la course au poids, eh ben, vous allez faire 3 mois de prise de masse. 3 mois de sèche, 3 mois de prise de masse, 3 mois de sèche, 3 mois de prise de masse, 3 mois de sèche. Et vous verrez vos performances stagner à l'entraînement. Parce que forcément, vous ne pouvez pas rester assez longtemps en surplus calorique pour pouvoir progresser assez longtemps à l'entraînement. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le facteur principal d'une prise de muscle, certes, il y a la prise de poids dans un sens, mais le facteur principal, et principal, j'insiste sur ça, principal, c'est vos performances à l'entraînement. C'est vos performances à l'entraînement qui dictera si oui ou non vous prenez du muscle hors saison. Bien sûr, les performances à l'entraînement sont à voir sur le moyen long terme, d'accord, et non de séance en séance. Et comment on voit qu'on progresse au moyen long terme en traquant ses performances. Mais ça, j'y viendrai juste après. Tout ça pour dire que prise de poids n'est pas égale à prise de muscle. D'accord? Il faut nuancer ces deux choses. D'accord? Forcément, comme je l'ai dit juste avant, on veut prendre du poids, c'est un fait, d'accord? Mais c'est pas notre driver principal. Il y a une certaine tranche à respecter pour minimiser la prise de gras. On dit en principe c'est entre 0,5 et 1% de votre poids de corps par mois. D'accord? Ça, c'est la tranche raisonnable de prise de poids pour justement minimiser cette prise de gras. D'accord? Donc imaginons, vous faites 80 kg, vous envisagez de prendre plus ou moins 1% par mois, ça vous fait 800 grammes par mois. Alors, dans l'absolu, 800 grammes, vous allez vous dire, mais purée, mais c'est rien 800 grammes. Mais dites-vous bien, pour vraiment maximiser, pour tirer profit un maximum de votre période de surplus calorique, de hors-saison, de prise de masse, il faut rester le plus longtemps possible en surplus calorique. Donc vous allez certainement rester une dizaine de mois, voire même une année et demie, selon votre niveau. Donc imaginez si vous faites 800 grammes sur 12 mois, ça vous fait quasi 10 kilos en une année. Et 10 kilos en une année naturelle, en ayant minimisé la prise de gras, 10 kilos de muscle, je vous laisse mettre 10 kilos de steak de bœuf sur une balance et regardez la viande que ça fait. D'accord? Donc, voilà, il faut nuancer la chose et vraiment voir ça sous cet aspect-là que même un kilo, prenez simplement un kilo de steak, vous allez à la boucherie, vous demandez un kilo de steak, regardez à quoi ça ressemble, un kilo de pur muscle. C'est pas là, on a toujours cette mauvaise image de oh, c'est que 800 grammes, oh, c'est que 500 grammes. Mais purée, si vous prenez quasi pas de gras, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Prendre 10 kilos de muscle en une année, et c'est quelque chose de faisable chez les moyens débutants. C'est quelque chose d'envisageable. Si vraiment vous faites tout correctement, que vous êtes bien accompagné par un bon coach qui sait ce qu'il fait, et que vous appliquez ce qu'il vous dit, franchement, c'est quelque chose de faisable. On serait choqué à quel point on peut progresser naturellement. C'est pour ça que je trouve dommage les gens après deux. Alors, bien sûr, il y a toujours l'excuse, ouais, je vais faire de la compétition, blablabla, ils sont tous chargés. Mais je trouve dommage après 2-3 ans, certains qui veulent déjà sauter sur les produits, alors qu'ils ont à peine commencé à progresser naturellement. Vous serez étonné des progrès naturels qu'on peut faire. Donc voilà pour ça. Donc vraiment, ne vous mettez pas dans la tête que vous devez absolument atteindre un certain poids.
pour sa propre satisfaction, en fait, de pouvoir dire, oh, je fais 100 kilos, mais 100 kilos gras comme un porc et 100 kilos en bonne condition, hors saison, auquel quelques, quand même une sangle abdominale qui se voit légèrement, je veux dire, des muscles plus ou moins, ouais, on va prendre les termes généraux, dessinés, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Et ensuite, quand vous allez devoir sécher, ça sera bien moins compliqué de sécher avec une bonne condition. Sécher si vous êtes vraiment vraiment gras. Je parle pas, en fait, je vais pas parler en termes de body fat parce que c'est compliqué à estimer le body fat, mais on dit plus ou moins pour un homme, on peut tirer jusqu'à 20% de body fat avant de devoir sécher. Et pour une femme, c'est plus ou moins 25% de body fat. C'est plutôt, on va dire, les limites à atteindre en termes de taux de masse grasse avant de devoir sécher, avant que les potentiels symptômes apparaissent comme justement la résistance à l'insuline, les potentielles inflammations, le manque d'appétit, etc., etc., etc. Donc voilà pour le point numéro 1. Comme j'ai dit, l'objectif c'est rester le plus longtemps possible au poids le plus haut et de performer à ce poids afin de solidifier vos gains. D'accord. Donc voilà pour ça. Le point numéro 2. On a tendance à être trop approximatif. L'approximation, c'est l'ennemi. Certes, vous êtes en prise de masse. Dans un sens, il y a quand même moins de restrictions caloriques, on va dire. Il y a quand même plus de liberté, on va pas se le cacher. Quand on sèche ou en préparation, c'est deux mondes différents. Cependant, c'est pas une raison pour faire de la merde, pour se laisser aller complètement. D'accord. Que vous soyez athlète, que vous soyez pratiquant lifestyle, si vous voulez prendre du muscle, l'approximation n'a pas sa place. L'approximation en termes de nutrition. Si tu es approximatif dans tes apports, si tu manges au petit bonheur la chance comme ça au pif, t'es pas certain d'être en surplus calorique. D'accord. Parce que malgré ce qu'on dit, ouais, on peut progresser en maintien calorique, en léger surplus, mais vous seriez étonné à quel point vous devez manger euh, pour progresser. Vous seriez vraiment étonné à quel point votre métabolisme peut être relativement haut. Selon également la dépense que vous avez, ça dépend de plein de choses, mais souvent, on ne pense pas à quel point on doit vraiment manger pour pouvoir progresser. Et si vous ne calculez pas un minimum vos apports, ça, après c'est que mon avis, hein, je suis ouvert à tout commentaire, forcément, si ça reste dans le respect. Mais là, je vais vraiment donner mon avis. Euh, il faut que vous traquiez quand même un minimum votre alimentation. Du moins que vous ayez une certaine rigueur. Parce qu'encore une fois, il vous faut vous assurer que vous soyez vraiment surplus calorique pour maximiser vos chances de progresser. Okay. Pas besoin d'être un 20, 30, 40% de surplus calorique, on s'entend, mais un bon 10%, je dirais, c'est une bonne tranche. Un bon 10%. Et ça, pour s'assurer d'être vraiment surplus calorique, pour moi, il faut traquer un minimum son alimentation. Encore une fois, pas besoin, par exemple, de traquer les légumes ou d'être au gramme près. On se comprend. Mais par exemple, comme dans le cas d'une préparation où là vraiment tout est calculé à la lettre. Non, comme j'ai dit, on peut quand même avoir, par exemple, comme j'ai dit là juste avant, pas traquer les légumes, c'est quelque chose de faisable, mais quand même avoir une certaine rigueur pour être certain d'être en surplus calorique. C'est surtout ça la raison principale, c'est pour être sûr d'être en surplus calorique. D'un point de vue training, d'un point de vue entraînement, un plan d'entraînement approximatif, ça va être compliqué de progresser à la salle. Pourquoi? Parce que si t'as pas de plan d'entraînement, tu fais tout freestyle, tu peux rien traquer, tu n'es pas sûr de progresser à la salle. Donc avoir un plan d'entraînement, le suivre sur des semaines, des mois, traquer ses performances pour être sûr que tu appliques une surcharge progressive. Une surcharge progressive, c'est quoi? C'est simplement toujours ajouter
une certaine surcharge d'entraînement, que ce soit par l'augmentation, toujours, enfin, un stimulus supplémentaire, que ce soit avec un nombre de répétitions supplémentaires, un temps de repos réduit, euh, des charges supplémentaires, un meilleur tempo, une meilleure exécution. Surcharge progressive, ça comprend ces 5 choses principalement. Il ne faut pas voir seulement la surcharge progressive comme l'augmentation des répétitions ou l'augmentation de la charge. Il y a aussi l'amélioration du tempo, un meilleur respect de tempo. Par exemple, être plus lent sur l'excentrique, faire une pause en bas, ou alors avoir une meilleure exécution. On sait qu'une meilleure exécution, c'est un meilleur recrutement. D'accord? Donc, c'est quelque chose aussi que je vois souvent qui n'est pas fait en salle, c'est traquer, justement. Traquer ses performances. Pas besoin d'avoir un logbook papier-crayon. Vous pouvez très bien, il y a des applications qui sont faites pour ça maintenant. Vous avez aussi l'application Notes sur votre téléphone. Vous avez des fichiers Excel. Comme moi, pour mes clients, par exemple, ils ont un fichier euh, dans leur spreadsheet Excel. Ils ont, à côté de leur entraînement, des tableaux dans lesquels ils peuvent rentrer leurs performances, donc nombre de répétitions, nombre de charges avec un espace pour les notes. Ils peuvent, enfin, moi-même je le fais pour eux, je regarde s'il y a eu une progression à l'entraînement pour être sûr que justement ils progressent. Et si c'est pas le cas, je vais voir dans le fichier quelle est la raison pour laquelle peut-être ils stagnent à l'entraînement. Ok. Et ça, c'est important de s'assurer, justement, comme je l'ai dit avant, c'est le facteur principal de la prise de muscle, c'est progresser à l'entraînement. Et pour ça, il faut comment savoir si on progresse sur le long terme, c'est en traquant ses performances. Et pour revenir au plan d'entraînement, parce que je sais pas si j'ai un peu bafouillé le sujet, mais avoir un plan d'entraînement que vous suivez sur des semaines, voire des mois, ça vous permet justement de traquer les performances et d'être précis sur ce que vous faites. Parce que plus vous allez faire un mouvement, plus vous allez vous habituer à celui-là, plus vous allez pouvoir recruter des unités motrices parce que vous allez être meilleur sur cet exercice, et plus vous allez être capable justement de recruter des unités motrices, et plus vous allez être capable de mettre de tension sur le muscle, et donc plus vous allez faire grossir votre muscle. Parce qu'on sait que le driver principal de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Et la tension mécanique s'opère par justement le recrutement des unités motrices. Donc le recrutement de ton muscle. Tu vois, par exemple, imaginons que tu fais, pour illustrer un peu, c'est peut-être un peu... Euh, comment peut-être un peu trop poussé ce que je dis pour certains, mais imaginons tu fais un nouveau mouvement. Par exemple, on va dire un mouvement que tu n'as jamais fait. Un mouvement que tu n'as jamais fait, développer couché aux haltères. Peut-être qu'au début, forcément, tu sais pas comment te placer sur l'exercice, tu sais pas quel poids tu prends, tu sais pas combien de répétitions tu vas faire avec ce poids, machin, etc. Tu sais pas comment placer tes bras, tu sais pas vraiment l'exécution en tant que telle. Au début, tu vas le faire la première fois, tu vas peut-être recruter, allez, 50%. Je dis comme ça au bol, hein. Tu vas recruter 50% de tes pectoraux. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, que tu vas devenir meilleur, tu auras une meilleure exécution, tu pourras aller plus à l'échec parce que tu connaîtras tes charges, et tu te connaîtras sur ce mouvement, tu sauras quand c'est que tu pourras plus faire une répétition ou pas. Et forcément, justement, tu vas devenir meilleur, tu vas pouvoir de mieux en mieux recruter ce muscle. Deuxième séance, tu vas recruter à 60%, troisième à 70, quatrième à 80, cinquième à 90, etc., jusqu'à un moment donné où tu vas pouvoir le recruter à 100%. Et c'est là, justement, que tu vas pouvoir tirer profit un maximum de cet exercice et être sûr de progresser au mieux du mieux du mieux. Mais dans le cas contraire, imaginons, si un jour tu fais un développé couché aux haltères, tu recrutes ton pec à 50%, la semaine d'après, oh bah vas-y, je fais un développé couché, un développé assis convergent à une machine que j'ai jamais faite. Et ben justement, tu vas de nouveau recruter ton pec à 50% parce que tu sais pas comment te mettre bien sur cette machine, comment bien te placer, comment bien recruter tes pecs. Je parle pour un débutant intermédiaire, hein. Ensuite, ah bah vas-y, je passe sur un
Ouais, ça a l'air d'être le même mouvement, vas-y, je passe sur un développé décliné, à la barre. De nouveau, tu vas recruter tes pecs à 50%, et en plus, pas la même portion. Donc, voilà, et imagine, tu fais ça sur des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, tout le temps, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes. Et ben, tu vas tout le temps recruter tes muscles à 50% et tu vas profiter qu'à moitié euh, de l'effort que tu mets à la salle, en fait. Alors, ne me faites pas dire de conneries, forcément, c'est toujours mieux que rien, mais vous allez, ce que je veux, moi, avec mes clients, puisque j'aimerais euh, pour vous, c'est que vous pouvez tirer profit un maximum de ce que vous faites, simplement parce que vous gagnez du temps, vous gagnez de l'énergie. Je veux dire, vous allez pas à la salle pour faire les choses à moitié, vous allez quand même pour progresser, pour faire du mieux que vous pouvez. Et si on peut tirer profit un maximum, tirer profit à 100% de l'effort que vous mettez à la salle, ben, on va pas se mentir, c'est quand même le but, je pense. D'accord? Donc, si je résume jusqu'à maintenant, pour la nutrition, pouvoir traquer ses calories pour être sûr d'être en surplus calorique, et pour l'entraînement, avoir un plan d'entraînement structuré que vous tenez sur le long terme et traquer ses performances, pour moi c'est essentiel. Et avec ça, justement, on vient contrer cet aspect d'approximation. On commence à être précis dans sa pratique. Et c'est là que réellement les résultats vont commencer à se voir. C'est clair qu'au début, encore une fois, au début, peu importe ce qu'on va faire, quand on est débutant, peu importe ce qu'on fera, peu importe ce qu'on mettra en place, ça marchera. Mais il y a un moment donné où vous allez prendre de l'expérience et ce que vous aviez fait au tout début ne fonctionnera plus. Et ça, c'est typiquement ce qui s'appelle la stagnation. Au début, vous n'étiez pas précis, vous continuez avec le temps à être pas précis, et forcément, plus on acquiert de l'expérience, plus on acquiert du niveau, plus on va devoir être précis dans sa pratique. Et d'où l'importance de le faire dès le début. Ben, c'est des bonnes habitudes qu'on met en place, des bonnes choses qu'on met tout de suite en place, et avec ça, vous êtes sûr de pouvoir progresser sur des années, des années, des années, sans forcément voir une certaine stagnation. D'accord? Donc voilà pour ça. Et le troisième point que j'aimerais aborder par rapport à cet aspect d'approximation, le point récupération. Celui-là, je crois que c'est le pire encore. Je crois que c'est le pire, hormis les parties nutrition et training. Les gens en prise de masse, ils croient que parce qu'ils mangent beaucoup, parce qu'ils ont plus d'énergie, ils ont besoin de moins dormir. Ils se permettent de faire bien plus la fête. Ils se permettent de réduire leurs heures de sommeil. Oh, vas-y, ce soir je sors, je m'en bats les couilles, je suis en prise de masse. J'ai absolument rien contre les gens qui sortent. D'accord? J'ai absolument rien contre ça. Moi-même, j'ai été un énorme fêtard pour ceux qui me connaissent. Mes années de collège, du jeudi au dimanche matin, j'étais dehors, à boire des verres, sur le bar au boîte de nuit. Donc je sais de quoi je parle. Mais tout simplement pour dire que souvent, ces gens-là, ceux qui font ça, c'est ceux qui se plaignent, qui ne progressent pas à la salle. Pourquoi? Parce que vous croyez, vous, que votre corps se dit que en sèche, en, en sèche, en préparation de compétition, il faut que j'ai 8 heures de sommeil, mais oh, bah les couilles en masse, besoin de 5 heures, ça me suffit pour récupérer. Eh ben, selon moi, vous êtes absolument à côté de la plaque. Peu importe la période, il vous faudra vos heures de sommeil, il vous faudra du repos, parce que dites-vous bien, ce n'est pas à l'entraînement que vous faites du muscle, à l'entraînement vous cassez de la fibre, vous cassez du muscle, et c'est durant votre temps de repos, durant votre sommeil, que vous allez construire du muscle, notamment durant la nuit. De par non, pas seulement de ça, mais de par la production de certaines hormones durant la nuit, notamment l'hormone de croissance, par exemple. Mais c'est vraiment la nuit que vous allez construire du muscle. Mais ce n'est pas à l'entraînement que vous allez le construire. Et non seulement vous avez besoin de vos heures de sommeil la nuit pour construire du muscle, mais vous avez besoin de vos heures de sommeil pour être en forme à la salle et pouvoir progresser, pouvoir tout donner avec un max d'intensité.
Et ça passe aussi non seulement par le sommeil, mais par aussi savoir prendre du temps pour soi, savoir se reposer et pas tout le temps être en train de courir à gauche à droite. Parce que forcément, si vous êtes tout le temps en train de courir à gauche à droite, ben, mine de rien, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Vous brûlez des calories via le NEAT. C'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, l'activité activité physique non liée à l'exercice. Et avec ça, on brûle des calories. Et forcément, si vous courez H24 partout, si vous prenez jamais le temps de vous reposer, vous créez des calories. Et inconsciemment, vous pouvez vite vous retrouver en maintenance calorique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, vous êtes en prise de masse, vous êtes en off, en hors saison. C'est aussi le moment de profiter d'avoir bien plus de vie sociale, de revoir ses potes qu'on n'avait pas pu revoir durant la préparation parce qu'on était focus H24 là-dedans, d'aller manger au restaurant, de sortir un petit peu, voir des gens, aller en public pour ceux qui aiment sortir dans les bars, aller boire un deux verres avec des amis. Certains aiment sortir en boîte de nuit, aller au rave, qu'ils aillent au rave. D'ailleurs, ça, je pense, c'est quelque chose que je vais refaire cette année, faire une de rave. Parce que l'année passée, je me suis beaucoup trop renfermé dans mon truc. Après, c'est normal, je suis en préparation, mais mine de rien, ça m'a quand même beaucoup impacté sans que je m'en rende compte. Donc, c'est aussi le moment de profiter de la vie. Mine de rien, parce que comme je l'ai dit, certes, doit tenir une certaine rigueur à l'année, surtout en tant qu'athlète. On est athlète pas seulement en préparation, mais on est athlète tout au long de l'année, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir plus, on va dire, de liberté, être un peu plus souple durant notre hors-saison. Mais au contraire, il faut toujours trouver une certaine forme d'équilibre euh, pour pouvoir en fait être sûr de perdurer sur le long terme et de toujours pratiquer ce sport dans un esprit sain, enfin, toujours avoir une certaine pratique saine de ce sport et ne pas se renfermer là-dedans parce que le bodybuilding c'est pas la vie, la musculation c'est pas la vie, il y a bien d'autres choses dans la vie que ça. Donc faut pas mettre sa vie de côté que pour le bodybuilding, ça c'est une erreur cruciale à ne pas faire. Donc voilà pour le deuxième point, ne soyez pas approximatif, faites les choses bien avec rigueur et vous verrez que ces efforts vont payer. Et à un moment donné, vous ne verrez même plus ça comme un effort, pour certains des sacrifices. Vraiment, ça va devenir très tac tac. Ouais, vous allez même plus vous en rendre compte que vous le faites. Typiquement, bah, moi, genre 16 ans, je prépare mes repas, je veux dire, ça me dérange même plus. J'ai même plaisir à le faire, donc après, tout dépend de chacun, mais voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut être attentif, c'est qu'il faut quand même être rigoureux pour être sûr de progresser. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en faisant rien, en n'étant pas rigoureux et progresser comme on le souhaiterait. C'est pas comme ça que ça marche. Et le troisième et dernier point, il sera un peu plus rapide celui-là. On va faire un podcast, je pense, un peu moins court que les deux dernières fois. Parce que j'ai moins de choses à raconter, mais en fait, c'est simplement que c'est des choses que j'aimerais raconter sur Instinct réel. Mais comme vous le voyez, là, ça fait 33 minutes que ça tourne. Ben, ça prend quand même un certain temps à pouvoir développer, à pouvoir nuancer, pouvoir dire ce que je veux. Donc, 33 minutes sur Insta, vous imaginez bien que, hein. Donc c'est pour ça que voilà, je vais peut-être faire de temps en temps des podcasts un peu plus courts comme ça, c'est aussi peut-être moins chiant à écouter. Enfin bref. Troisième point, je l'ai déjà légèrement abordé, mais c'est le manque de constance. Si durant une semaine, vous faites tout à 100%, et la deuxième semaine, vous faites tout à 20-30%, ne vous attendez pas à avoir 100% du résultat escompté. Dans sa pratique, il faut être constant. Et ça ne vaut pas que pour le bodybuilding, ça vaut pour ses études, ça vaut pour le travail, ça vaut pour son business, ça vaut pour plein de choses. Le manque de constance, ça rime avec stagnation, tout simplement. Si vous faites les choses, encore une fois, si vous faites les choses bien durant un certain laps de temps et ensuite vous envoyez tout péter, eh ben forcément que sur le long terme, parce que ce qu'on veut, c'est toujours progresser sur le long terme et pas à court terme. Ce qu'on veut, c'est progresser sur le long terme, mais comme ça n'ira jamais. Donc, soyez constant dans votre pratique.
Et encore une fois, comment être constant? C'est simplement en mettant des bonnes habitudes en place petit à petit et pas vouloir rush le process et vouloir tout faire en même temps, tout faire bien, tac tac tac, tout peser au gramme près, direct, boum boum, etc. Si vous êtes quelqu'un qui prenait du temps à faire les choses, mettez les choses petit à petit. Mettez les choses. Vous n'êtes pas pressé, vous avez toute la vie pour faire ça. Si vous prenez un peu plus de temps que d'autres, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'à force, justement, vous mettiez ces habitudes en place pour que ça devienne des mécanismes automatiques et que vous preniez plaisir dans ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on est constant. Après, ça n'empêche pas le fait que des fois, il faut quand même se mettre des coups de pied au cul. Parce que comme on sait, euh, la, la motivation, c'est très éphémère. C'est une flamme qui s'allume et qui s'éteint. Mais ce qui compte, c'est la discipline derrière. Et c'est la discipline qui mène à la constance. Il faut toujours se rappeler pourquoi on fait ça, de pourquoi on fait les choses. Et en principe, ça nous maintient sur une bonne voie. Donc soyez constant et vous verrez, même si vous n'avez pas le résultat tout de suite, et ça n'arrivera pas, surtout en prise de masse, quand les résultats se voient euh, au fil des mois, au fil des cycles, de 3 mois en 3 mois, ça- tout ne vient pas tout de suite. Vous allez vous voir sur vos bilans de semaine en semaine, vous allez vous dire, ah mais je progresse pas. Et je suis d'accord avec vous que ça peut très vite démotiver. Ça peut être très vite démotivant de ne pas se voir bouger de semaine en semaine. Mais dites-vous bien que justement, d'où l'importance de traquer ses performances. Dites-vous bien que même si physiquement vous ne voyez rien, regardez votre logbook, regardez vos performances et vous voyez que vous progressez à l'entraînement. À ce moment-là, ça doit faire tilt et vous dire, ah mais en fait si je progresse à l'entraînement, c'est que forcément je prends du muscle. Donc j'ai pas à me soucier à te faire pour mon look, ça va se voir au fil du temps. Et ça va certainement aussi se voir surtout lors de votre prochaine sèche. C'est là que les résultats vont vraiment se voir. Et c'est souvent le cas comme ça. Hors saison, vous avez tout le gras, surtout quand vous êtes naturel, encore une fois. Euh, Là, on ne voit pas pour ainsi dire, on ne voit pas les gains durant leur saison. Mais c'est quand on sèche, c'est quand on devient sec, qu'ensuite on se dit, on fait un avant-après sèche l'année passée, sèche l'année d'après, on se dit, ah ouais putain, ça n'a rien à voir. Donc n'attendez pas à ce que les résultats viennent tout de suite, pardon, c'est en étant constant, en faisant les choses semaine après semaine, mois après mois, que tout d'un coup vous allez être récompensé par vos efforts. Donc ne paniquez pas, parce que c'est vrai que j'ai eu souvent le cas de clients qui sont en prise de masse et que, par exemple, semaine après semaine, ils disent ah, mais j'ai pas l'impression d'avoir pris, ah, mais j'ai pas l'impression d'avoir progressé. Et à ce moment-là, je dis c'est quoi tes performances à l'entraînement? T'as progressé à l'entraînement? Oui. Eh ben alors, t'as pris du muscle. Forcément, réfléchissez un peu, des fois, voyez plus loin que le bout de votre nez. Si vous êtes capable de mettre plus lourd à l'entraînement, avec le même tempo, avec la même exécution, tout la même chose, mais avec plus de charge ou plus de répétitions, logiquement, vous avez plus de muscles, vous êtes capable de plus pousser. Donc, il faut déjà, des fois, un peu réfléchir à l'envers pour se rendre compte, en fait, que oui, vous progressez, mais ça ne se voit pas. Mais ça se verra après. Donc, ne paniquez pas. Moi-même, je sais, c'est facile de dire ça comme ça. Moi-même, des fois, je suis là, mais putain, genre, je compare du en 8 semaines, je suis là, putain, mais j'ai pas progressé, c'est quoi cette merde là, je stagne, ça fait chier et tout. Mais en fait, je me dis, mais attends, mais regarde ton logbook, regarde tes performances, et j'ai genre mis, je sais pas, une demi-plaque en plus par côté sur le hack squat en 6 semaines. Donc 10 kilos par côté en plus, donc 20 kilos total sur la machine en plus sur le hack squat, je suis là, ah, mec. Oui, bien sûr que j'ai progressé à ce moment-là, il y a pas de doute, c'est une évidence. Surtout que mon exécution est la même, le tempo est le même. Enfin voilà. Le manque de constance, c'est vraiment aussi un des pires ennemis de la progression. Donc soyez constant, soyez patient, avoir la patience,
patience et constance, ça mène à progression, tout simplement. Il y a 3 points clés, c'est patience, constance, discipline. Si vous respectez ces 3 règles, la progression, elle est assurée. Et encore une fois, munissez-vous d'un bon coach qui prend tout ça en considération, qui est conscient de tout ça et qui est compétent pour vous emmener là où vous aimeriez aller, que ce soit une prise de masse pour une compétition, que ce soit une prise de masse tout simplement pour prendre du muscle, un lifestyle, encore une fois rien de péjoratif dans le terme lifestyle, pour une personne qui ne veut pas faire de compétition, peu importe, choisissez le bon coach qui est capable de vous mener là où vous voulez aller, et ensuite restez bien attentif à tout ce que je vous ai dit là, et tout se passera comme il se doit. Donc, ne vous inquiétez pas. En soi, c'est pas compliqué de prendre du muscle. C'est pas compliqué. Il faut juste faire les choses bien dès le départ. Et non plus, comme j'ai dit, pas trop se prendre la tête non plus par rapport à tout ça. Restez simple dans votre pratique. Ne commencez pas à rentrer dans la complexité parce que c'est là que souvent, quand on veut être trop parfait, des fois, et moi-même, ça a été on va dire, mon principal défaut durant ma dernière prise de masse, c'est que j'ai voulu être trop parfait sur certaines choses, je me mettais trop de pression, ça me procurait un certain stress, de la fatigue inutile, et du coup, alors, j'ai quand même pris 20 kilos en 9 mois, et en bonne condition, hein. Je veux dire, j'étais à la limite du trop gras, on va dire, mais j'étais pas non plus gras comme un porc, j'étais assez bien, euh, donc c'était 20 bons kilos, parce que j'ai dit avant, le poids, on s'en fout, mais voilà, la balance parle quand même. Eh ben, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même beaucoup progressé. Mais encore une fois, voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et ça, c'est des choses que maintenant, justement, à partir de maintenant, je me prends beaucoup moins la tête, comme par exemple les exécutions, euh, les exécutions à l'entraînement, à vouloir des fois être un peu trop tatillon, un peu trop minutieux sur certaines exécutions, à chercher le bon angle à chaque fois, etc. Je perdais peut-être en lucidité et en intensité, enfin dans ma pratique. Du coup, je mettais peut-être un peu moins d'intensité en voulant toujours chercher la bonne exécution. Alors des fois, il s'agit juste d'être peut-être un poil, je dis bien, attention, hein, un poil plus brouillon dans son exécution, mais juste envoyer, mettre de l'intensité. Et des fois, c'est comme ça qu'on progresse le mieux aussi. Je ne dis pas qu'il faut avoir une exécution dégueulasse, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Soyez quand même très très précis dans votre exécution, mais ne tombez pas non plus dans l'excès et dans l'exagération, à vouloir venir vraiment, je sais pas moi, avoir l'angle de l'humérus, vraiment venir chercher 45 degrés et pas 50 degrés par exemple, des choses comme ça. Prenez-vous pas trop la tête des fois, c'est pas plus mal. Et puis c'est comme ça que ça roule aussi, peut aussi. Et puis voilà quoi. C'est en se prenant moins la tête, ça génère moins de stress. Forcément, c'est à quel point le stress est nocif. C'est de l'énergie économisée que vous pouvez justement investir dans votre entraînement ou autre. Voilà, et puis évidemment, j'ai mis une boîte à questions, mais je n'ai pas eu de questions cette fois-ci. C'est pas grave, hein. De toute façon, pour chaque podcast, je pense que j'en posterai une. Même si à chaque fois j'ai pas de questions, c'est pas grave, comme ça vous avez toujours l'opportunité d'en poser si vous en avez. On est à 44 minutes de podcast. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, je vous remercie pour les 2 derniers épisodes. Là, j'ai eu plus de 50 lectures ces 2 dernières semaines. Concernant mes 2 épisodes, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Euh, les 2 derniers podcasts ainsi que celui-ci que vous venez de terminer d'écouter. Si vous aimeriez voir un invité en particulier sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne sais pas si vous pouvez mettre les commentaires sur Spotify ou alors ceux qui m'écoutent sur YouTube, mettez en commentaire sur YouTube qui c'est que vous aimeriez potentiellement voir ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde. D'accord? Laissez pas à me mettre 5 étoiles aussi sur Spotify si ça vous a plu. Et sinon, nous, on se parlera. Ça, en fait, c'est le podcast qui devait sortir quand j'étais malade,
je tourne à présent. Donc le prochain podcast sortira du coup semaine prochaine et ensuite on reprendra un rythme de un épisode toutes les 2 semaines, je pense. Donc semaine prochaine, on parlera certainement euh, de préparation en bodybuilding, comment tirer profit au mieux de sa première préparation naturelle. Donc pour les compétiteurs, enfin pour les compétiteurs ou ceux qui seraient intéressés par la compétition, je vous invite fortement à écouter le prochain podcast parce qu'il va certainement vous intéresser. Ce sera vraiment qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire pour justement être sûr d'arriver prêt à 100% le jour J et pouvoir vivre sa préparation, sa première préparation du mieux possible. Parce qu'une préparation au bodybuilding, c'est très dur, très 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 dur, particulièrement la première. Mais si on peut essayer de minimiser cette difficulté, on va pas s'en priver. Donc soyez à l'écoute. Merci d'avance pour ceux qui l'écouteront. Merci à vous, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'ont écouté. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même un certain intérêt pour mon podcast. En tout cas, moi j'adore faire ce genre de contenu. Ça me fait beaucoup de bien de parler comme ça devant un micro, devant mon ordinateur, pour pouvoir débattre de certains sujets. Et encore une fois, c'est des suggestions, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas à partager aussi auprès de vos amis, de votre entourage sur les réseaux, à liker, à vous abonner. Et nous, on se revoit semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.